En ce mercredi 17 septembre, on rencontre le ministre de la Santé et député de la Prairie, Christian Dubé. On revient sur le verdict de la mère de la fillette de La Salle. On parle de l'impasse entourant un projet de consignation à Delsun. Et on discute du calvaire matinal des étudiants du cégep de Valleyfield qui circulent en autobus. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Salut Audrey! Hello! Avant d'aller à l'entrevue avec M. Dubé, on voulait faire une petite mise en contexte parce que pour ceux qui regarderont l'épisode en vidéo, vous allez remarquer qu'on n'est pas en studio avec lui. On s'est déplacé, en fait, à ses bureaux. Oui, c'est plutôt rare qu'on le fait. En fait, c'est la première fois. Ouais. Ça a demandé une certaine logistique. On s'est préparé en conséquence. La raison pour laquelle on le fait, c'est que, bien évidemment, c'est un ministre. Donc, on a reçu la proposition là, de l'entrevue qui devait se faire à ses bureaux à La Prairie. Il vient le vendredi, généralement, dans sa circonscription. Donc, on avait certains paramètres là, qu'il fallait respecter. Oui. Oui, exactement. Donc, on a accepté de le faire. C'est pas une habitude. Nos prochains intervenants, on les invite à venir dans notre super studio. On aime notre Gravité, studio. oui. Mais ça reste qu'on le fait exceptionnellement parce que c'était le ministre Dubé et parce qu'il était très occupé, un horaire chargé. On nous avait proposé le sujet de la rémunération des médecins. Généralement, c'est nous qui choisissons les sujets avec lesquels on va discuter avec nos invités. Dans ce cas-ci, encore une fois, c'est tellement vaste. Le réseau de la santé, on aurait pu faire 1 heure avec le ministre. On a accepté de parler de la rémunération des médecins parce que c'est d'actualité. Il se passe des choses en ce moment. Ça a un impact, ça va avoir un impact, là, tout l'enjeu des changements au niveau de la rémunération des médecins. Donc, c'est un peu pour ça on s'est déplacé et 2, on a accepté que l'entrevue soit spécifiquement là-dessus. Puis, il y en avait des choses à dire quand même. Absolument. Puis je précise aussi qu'on n'a pas envoyé la liste de questions à l'avance. Non. On le fait jamais. Au cas où certains se demanderaient si le sujet a été choisi, est-ce que les questions aussi ont été fournies? Pas du tout. On espère que vous allez apprécier cette entrevue-là. On l'apprécie, nous aussi. Bonne écoute. Oui. Bien, bienvenue, M. Dubé, au balado « Ceci n'est pas une revue de presse ». On est chez vous aujourd'hui. On s'est déplacé sur la route pour vous rencontrer. Dans notre bureau de comté. Oui. Dans le bureau de comté. À La Prairie. À La Prairie. Monsieur Dubé, mercredi, au remaniement ministériel, le premier ministre François Legault a dit que son gouvernement ne reculerait pas sur le projet de loi 106. On le sait qu'en ce moment, on est en négociation avec les médecins et que le projet de loi 106 est carrément un point névralgique là, dans les négociations. À partir de là, comment on fait pour dénouer l'impasse avec les médecins du moment que le premier ministre annonce qu'il ne veut pas reculer sur ce projet de loi? Il faut peut-être bien expliquer qu'est-ce que sont les négociations puis pourquoi qu'on a besoin d'un projet de loi. Parce que ça, c'est pas très bien compris. Puis je pense que ce serait bon pour vos auditeurs aussi qu'à la fin, vous puissiez faire un lien avec un site web qu'on a fait spécifiquement pour expliquer le projet de loi. Parce que ça donne l'impression que le projet de loi est un levier puissant pour le gouvernement en ce contexte de négociation. Bien, c'est ça que je veux expliquer, puis c'est la bonne question. Les négociations pour le renouvellement de ce qu'on appelle des ententes avec les médecins, elles sont échues depuis plus de 2 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on se parle. Puis c'est malheureux, là, parce qu'il faut être capable d'actualiser ces ententes-là. Mais pour la première fois, indépendamment des négociations, on s'est engagé comme parti politique à la dernière campagne de revoir le mode d'énumération des médecins. Vous avez entendu ça, ça fait longtemps. Puis même les médecins le demandent parce que ça n'a pas été renouvelé depuis... Je vous donne un exemple. Là, juste pour les omnis, il y a 5000 actes. Alors imaginez la complexité là, de ça. On parle de paperasse puis tout ça. Donc, on s'est engagé à revoir le mode de numération. Mais pour changer le mode de rémunération, il faut changer la loi. Alors, même si on s'entendait demain matin avec les médecins, avec les 2 fédérations dans les négociations, il faut aller dans la loi, entre autres la loi sur l'assurance maladie, qui paye les médecins parce que les médecins facturent la régie de l'assurance maladie. Donc, il faut être capable de changer la loi. Alors, il y a une compréhension des médecins qui est peut-être pas la bonne, que si on s'entend, on n'a plus besoin du projet de loi. Non, on a besoin des 2. On a besoin de s'entendre sur des éléments de dollars, puis ça se fait par voie de discussion, mais toute la question du mode de rémunération, comme par exemple d'avoir des cibles, puis qu'il y a une partie
du salaire, de la rémunération, je devrais dire, qui soit conditionnelle à l'atteinte de ces cibles-là, bien ça doit être dans la loi. Mais ça pourrait pas être fait, on s'entend en premier, puis ensuite on fait le projet de loi, parce que là, c'est ça qui semble choquer les médecins en ce moment. Alors, et là, je vais vous donner la deuxième partie à la réponse, c'est que, puis ça se fait toujours comme ça dans des négociations, il y a une partie technique, puis ça, c'est la partie que je viens de vous expliquer de la loi, et rapidement, on a dit au mois de mars, puis là, ça fait quand même un bout de temps, là, on a dit, écoutez, voici ce qu'on a le droit de négocier, ce qu'on a le droit de discuter, mais on vous avertit qu'il va y avoir un projet de loi. Bon, maintenant, il y a un petit peu de désinformation, puis je fais attention quand je dis ça, là, je fais attention à mes mots, mais les médecins disent qu'ils sont surpris de ça. Non, on l'a dit depuis longtemps que si on voulait revoir la rémunération, il fallait aller dans un projet de loi. Bon, maintenant, comment on finit par s'entendre? C'est ça la question. Moi, j'ai toujours dit, puis je pense que je suis rendu à mon 6e ou 7e projet de loi, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je suis là. Les médecins ont toujours eu la même réaction. On dépose un projet de loi. Je me souviens même, quand le premier projet de loi que j'ai fait d'importance pour les médecins, c'était pour dire que les médecins devraient avoir plus d'aide. Par exemple, des pharmaciens, des IPS. On l'a appelé le projet de loi 11. Puis le projet de loi 11, au début, les médecins disaient, ben non, on n'est pas d'accord avec ça. Ben, j'ai dit, attendez, on va s'asseoir en commission parlementaire, puis faites-nous des suggestions, puis on dit toujours, un projet de loi, c'est bonifiable, on peut le changer. Ben, moi, j'ai la même attitude aujourd'hui. J'ai déposé le projet de loi. Par rapport au projet de loi 106, vous voulez dire? Par rapport au projet de loi 106, c'est la même chose. On l'a déposé au mois d'avril, mai, je pense que c'est à peu près mai. Et là, il y a eu cette réaction-là. Encore, on n'a pas besoin d'un projet de loi pour les raisons qu'on disait. Non, on en a besoin. Il faut changer la loi si on change le mode de rémunération. Mais on a décidé, on ne fera pas un bâillon à la fin de la session. Allons discuter durant l'été. Puis quand on reviendra, là, on est rendu là, on va dire, bon, ben là, je vais avoir écouté les médecins, je vais avoir été en commission parlementaire, puis on fera des amendements qu'on appelle, là, pour être capable de dire, avant de finaliser le projet de loi, est-ce qu'on s'entend? Alors, moi, je ne suis pas surpris de la réaction, parce que c'est gros ce qu'on demande aux médecins. Puis je pourrais vous donner quelques différences. C'est très gros comme changement. Mais ça n'empêche pas qu'il faut le faire. Puis j'espère qu'au cours des prochaines semaines, on va trouver justement le compromis là, entre notre position et leur position. Et quel amendement seriez-vous prêt à faire? Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Non? Je ne vous le dirai pas aujourd'hui, mais je vais vous donner des pistes. Je prends un exemple. On a dit que c'était lié à des cibles. Puis là, je vous le dis à vos auditeurs, quand ils iront voir le site web, là, on a mis clairement les cibles. Alors, ça veut dire quoi, des cibles? J'appelle ça, moi, des cibles de qualité, des cibles qui permettent, par exemple, de réduire les listes d'attente. Okay? Des quotas de patients. Non, on n'est pas là. Puis ça, c'est important parce que ça, c'est beaucoup plus dans le temps de M. Barrette, du Dr Barrette. Moi, je suis beaucoup plus dans régler les listes d'attente, améliorer l'accès. Bon. Alors, je vous donne un exemple. Quand on a déposé la première version des cibles au mois d'avril, mai, on avait une certaine vision à ce moment-là, mais j'ai écouté des médecins. Et là, j'ai déjà déposé, puis c'est disponible sur le site web, une deuxième version des cibles. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bien, je me suis promené beaucoup cet été, puis je vais à Saint-Donat, je vais dans des cliniques ici dans le comté, je suis promené pas mal au Québec, puis je demande aux médecins, ils m'ont dit, M. Dubé, au lieu de le faire d'être là pour 2026 avec tous les Québécois, est-ce qu'on pourrait, par exemple, je le dis, est-ce qu'on pourrait être plus spécifique sur la clientèle vulnérable? Parce que la personne qui n'a pas tout de suite besoin d'un médecin, bien, je pense qu'une personne qui a des maladies chroniques devrait passer en premier pour avoir droit à un médecin de famille. Un exemple. Mais ça, je vous dis, c'est un aménagement qu'on est en train de faire, puis on l'a même mis dans nos cibles. D'autres ajustements qu'on est prêt à faire, j'ai beaucoup d'enjeux avec des médecins qui sont proches de leur retraite, puis qui disent, bien, moi, j'aimerais ça garder le même système. Est-ce qu'on serait ouvert à discuter avec eux? Bien, et c'est pour ça que je dis gentiment aux médecins, revenez aux tables, parce que si vous êtes aux tables de négociation, un peu ce que j'ai fait durant l'été, je suis flexible. On a toujours dit, nos principes sont importants, les principes de prise en charge sont importants,
mais sur les moyens ou sur la durée ou l'échéancier qu'on va prendre, ça, je suis plus flexible. Et là, au moment où on enregistre, les médecins spécialistes viennent d'annoncer qu'ils allaient appliquer des moyens de pression très bientôt, entre autres l'arrêt de l'enseignement aux étudiants et l'arrêt de certaines tâches administratives. La Fédération des médecins omnipraticiens dit qu'ils vont être en un recours judiciaire contre Québec. Là, est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir retourner au TAM ou est-ce que ça pourrait faire reculer le gouvernement, ce type de moyens de pression? Je vais être très clair, le gouvernement ne reculera pas. Si vous avez la chance, puis peut-être de vos lecteurs l'ont lu, il y a un livre qui a été publié récemment qui s'appelle « L'indomptable mammouth ». Vous avez vu ça? Et ça fait, je pense, 5-6 réformes importantes de la santé depuis M. Castonguay, il y a 50 ans. Puis à chaque fois qu'il a voulu avoir ces changements-là dans le mode de rémunération, les gouvernements ont toujours reculé devant les médecins. Je pense que les Québécois sont conscients aujourd'hui qu'on a frappé un mur en santé en termes on ne peut plus aller, on ne peut plus continuer d'avoir 1,5 million de Québécois qui n'ont pas un médecin de famille. On ne peut pas continuer d'avoir des gens qui attendent pendant des années pour une opération, un changement de la hanche. On ne peut plus faire ça. Donc, nous, on a décidé qu'on allait être ferme sur ça. Prenons les deux approches. L'approche de la FMSQ qui dit, bien là, on va commencer à arrêter de former les étudiants. Là, ils ont décidé qu'ils boudaient ou qu'ils boycottaient le système de DSN qu'on appelle. On est en train de faire un programme informatique qui va révolutionner notre système de santé où les gens, les infirmières, les médecins se promenaient avec un iPad au lieu d'un papier, c'est majeur. Ils ont décidé de bouder ça. Je comprends pas parce que c'est les médecins qui nous demandent d'avoir des bons outils, puis de l'autre côté, ils veulent pas être à la formation. Je pense que c'est pas la bonne approche. Alors moi, ce que je leur dis, je vais surveiller ça de très près parce que la minute que ça affecte les patients, bien là, on va faire quelque chose parce que il y a une obligation déontologique, puis même moi, j'ai averti le Collège des médecins. Le Collège des médecins il est là pour protéger les médecins, il est là pour protéger les patients. Puis moi, j'ai demandé au Collège des médecins hier, quand j'ai entendu les menaces qu'ils faisaient de commencer des moyens de pression lundi, bien, j'ai dû demander au Collège des médecins de vérifier tous les jours, puis moi, je vais le faire avec Santé Québec, dans nos salles d'opération, dans nos cliniques, la minute que ces moyens de pression-là vont affecter les patients, bien, on va prendre des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues à la loi. Moi, je ne veux pas aller là. Mais la minute qu'on me dit... Puis, il y a des médecins, je vais être très transparent avec vos auditeurs, il y a des médecins qui ne sont pas confortables avec ces moyens de pression-là. Mais les médecins ont dit que ça ne toucherait pas les patients. Oui, mais je vous donne un exemple, là, je vais juste être précis. Il y a des médecins qui m'ont dit, bien là, ils considèrent même toucher à la fluidité hospitalière. OK? Ça veut dire quoi, ça? C'est la gestion des lits dans l'hôpital. Mais si ils ne font plus la gestion des lits, est-ce que les gens vont sortir de l'hôpital puis on a un bouchon au bout de 3 jours? Ce qui est un peu déjà le cas quand même dans les hôpitaux. À la Berge, entre autres, c'est pas fluide. Mais on a mis des personnes en place depuis 3 ans, pour améliorer la fluidité. Je comprends que tous les hôpitaux n'ont pas atteint le même niveau de fluidité, mais si en plus les médecins prennent ça comme moyen de pression, c'est sûr qu'on va avoir un impact important. Alors donc, je dis, pour la FMSQ, on va vérifier, on va s'assurer que les patients ne sont pas atteints par ces mesures-là, mais si c'est le cas, il y aura des sanctions qu'on va faire. Maintenant, pour la FMOQ a pris une approche beaucoup plus légale depuis le début, puis même, ils le disent depuis le début, on ne va pas aux tables. Je fais attention parce que j'ai déjà dit qu'ils ne venaient pas aux tables. Ils viennent, mais ils ne parlent pas. Ils ne veulent pas discuter parce qu'ils disent, nous, on n'a pas ce mandat-là de négocier avec vous. Bon, ils ont pris une approche légale depuis le début. C'est pas changé. Je vais attendre. On m'a dit que les documents vont rentrer aujourd'hui. On va prendre connaissance. Mais je ne suis pas surpris. Mais encore une fois, moi, je leur demande d'être aux tables. Je leur demande de venir discuter parce que le projet de loi, je le répète, il est perfectible. Je ne voudrais pas, un peu comme on a eu avec la FIC, puis je vais être très, très clair avec vous, pendant la négociation avec la FIC, il y avait beaucoup de désinformation qui était donnée aux infirmières. Puis à un moment donné, on a expliqué clairement
c'était quoi la flexibilité qu'on demandait. Puis quand les infirmières l'ont compris, ça a changé beaucoup le vote, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation. Je pense qu'on est à la même place ici. Moi, c'est pour ça que je reviens toujours sur mon site Web. J'ai expliqué clairement aux Québécois, puis aux médecins, ce qu'on demande. Puis quand on va faire des aménagements dans les prochaines semaines, là, si on est capable de dire, bien, on peut bouger, par exemple, sur les cibles ou sur l'applicabilité à certains médecins, bien, les gens pourront voter sur quelque chose de concret et non sur des informations qui ne sont peut-être pas exactes. Mais l'idée demeure de relier la rémunération jusqu'à 25 % de la rémunération à des cibles de performance. Ça ne changerait pas. Parce qu'on comprend que c'est le point qui achoppe avec les médecins de toucher au salaire. Il y a quelques points qui achoppent. C'est sûr que, puis je ne veux pas jouer sur les mots, mais quand vous allez voir sur le site Web, on dit jusqu'à 25 %, mais les fédérations médicales ont oublié de dire qu'il y a un premier 10 % qui va être payé de toute façon, mais que ça va être laissé au choix du directeur médical de la Montérégie. Alors donc, en partant, ce n'est pas 25, on parle de 15. Puis, est-ce que ça va finir à 15 si on négociait? Pas nécessairement. Alors, c'est là que je dis que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée qui n'est peut-être pas exacte. Puis la meilleure façon d'en discuter, c'est d'être aux tables de négociation. Et les médecins disaient que, bon, oui, ils pourraient avoir des meilleurs objectifs de performance. Ils ne sont pas fermés complètement à cette idée-là, mais disent aussi, on veut bien être plus performant, mais je n'ai pas les ressources pour le faire. Soit les infrastructures ou encore les infirmières, l'équipe. Très bon point. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut être aux tables. Parce que moi, on l'a entendu, ils nous l'ont dit, particulièrement pour ceux de la FMSQ, parce qu'il y a eu des discussions. Puis moi, j'ai toujours dit, puis je le dis à ceux qui négocient pour moi, parce que moi, je ne suis pas à la table, là, c'est les gens du Trésor qui sont là avec un mandat très clair. Je leur ai dit, écoutez, si c'est ça le problème, dites-moi qu'on a besoin. Moi, j'ai demandé à Santé Québec de me dire, au cours de la prochaine année, là, combien de salles d'opération sont capables d'ouvrir de plus? Savez-vous la réponse qu'ils m'ont donnée? Bien, les médecins insistent pour qu'il y ait plus de salles, mais peut-être que c'est les mêmes salles qu'on devrait ouvrir à des meilleures heures. Vous me suivez? Alors, si on n'a pas ces discussions-là, on n'est pas capable de trouver une solution. Moi, j'ai demandé à Santé Québec de me dire comment les 400 salles qu'on a en ce moment pourraient être mieux utilisées, qui fait qu'au lieu d'avoir 400 000 heures d'opération, on pourrait-tu avoir 450 000 heures d'opération? On n'a peut-être pas besoin de plus de salles. Mais ces discussions-là, moi, je les ai là un peu. C'est comme si je négociais avec moi-même. Tu sais, je leur dis, écoutez, venez vous asseoir, on va en parler parce que je suis d'accord à donner un engagement, mais il faut qu'on s'entende sur ce que vous avez besoin. Pour les omnis qu'on appelle les médecins de famille, c'est la même chose. Eux, ils nous disent, bien, j'ai besoin de plus d'infirmières dans mes cliniques. OK, mais est-ce que des fois, c'est des infirmières? C'est-tu un physiothérapeute? Si on n'a pas ces discussions-là, alors qu'ils ont pris une approche légale de dire bien, on ne veut pas vous parler tant que PL 106 est là, bien, je me dis, c'est pas la bonne façon. Fait que le message que je passe à vos auditeurs et aux médecins, venez vous asseoir aux tables. Là. Il nous reste encore 3 semaines avant de rentrer, parce que là, on rentre un petit peu plus tard. Bien, moi, je vous dis, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour s'entendre. Puis vous ne considérez pas que c'est de rejeter un peu le fardeau des problèmes dans le système de santé aux médecins, alors qu'il y a d'autres problèmes ailleurs d'accès aux psychologues, il y a d'autres spécialistes aussi. Là. Bien, si on avait une baguette magique qu'on voulait régler tous les problèmes de la santé dans une semaine, ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Moi, ce que je dis aux médecins, puis je le dis avec beaucoup de respect pour ce qu'ils font, on a fait des efforts assez incroyable en investissant dans nos hôpitaux. Vous savez comment... Je fais juste penser à Vaudreuil-Soulanges ici. Là. C'est des milliards qu'on met. On a décidé d'avoir des IPS. On a une clinique d'IPS qu'on est en train de faire ici en Montérégie, là, qui va être annoncée dans les prochaines semaines. On en fait des gestes tous les jours. Mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir un système parfait pour dire, bien là, on peut opérer? La réponse, c'est non. Mais je pense qu'on a mis beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de projets de loi pour améliorer les choses, mais me faire dire, maintenant que vous n'aurez pas tout réglé les problèmes, bien, on ne peut pas
avoir des performances. Tous les Québécois qui travaillent, là, ils doivent performer dans votre employeur, il vous regarde puis il vous demande la performance. Les travailleurs autonomes que les médecins se disent être, je pense qu'il est normal, aux 9 milliards qu'on paye les 2 fédérations de médecins, qu'il y ait un certain lien avec des mesures d'accès, les cibles dont on parle. Puis je pense que c'est normal parce que moi, je vais vous dire ce qui me dérange là, quand je viens ici le vendredi, là, dans mon bureau de comté, là, puis j'ai une dame ou une personne âgée ou un couple qui me disent, bien moi, là, j'ai payé des impôts pendant toute ma vie, puis à l'âge où j'ai besoin de voir un médecin, là, bien, je ne suis pas capable de le voir. Ça, c'est ce qui me dérange le plus. Alors, je peux bien comprendre que les médecins disent que leurs conditions de travail ne sont pas toujours idéales. Je comprends ça. Mais moi, je pense au patient. Puis le patient qui vient ici, là, dans le bureau de comté, puis il me dit, Monsieur Dubé, là, on n'est pas capable de voir un médecin, on n'est même pas capable de voir une infirmière. Ça me dérange, puis c'est ça qu'on est. Mais c'est sûr que comme citoyen puis comme patient, nous, on regarde ça, puis on l'a tous, le portrait du réseau de la santé. C'est pas l'idéal. Mais on a l'impression que, bon, c'est une chicane éternelle entre les médecins et le gouvernement. Puis que comment ça va aller mieux? Est-ce qu'on peut espérer que ça s'améliore? Bien, regardez, si je vous résume, là, quand j'ai fait, après la pandémie, puis j'ai décidé de me représenter une autre fois. Ça, c'est en 2022, au printemps 2022. Puis là, je vois les élections qui arrivent au mois d'octobre, qui s'en venaient. Puis j'ai dit, OK, je replonge une autre fois. Puis j'ai écrit un plan de santé que j'ai appelé. Puis j'ai dit, j'ai besoin de 50 améliorations dans le réseau. Puis ça va se faire sur les 3 prochaines années pour qu'à la prochaine élection, qui que ce soit qui sera élu, au moins, on aura laissé la maison plus en ordre qu'elle était après la pandémie. Des 50 améliorations que j'ai demandées, j'en ai fait 48. Il y en a 48 qui ont été faites. Puis ce qui nous manque à faire, c'est la rémunération des médecins. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de faire, tantôt je parlais plus d'IPS, des meilleurs hôpitaux, des systèmes informatiques, name it, comme on dit, tout ça est en train d'arriver. Mais si on ne vient pas faire cette pierre angulaire-là avec les médecins, ça va être très, très long avant de voir des améliorations. Si on s'entend avec les médecins, de la même façon qu'on s'est entendu avec les infirmières il y a 2 ans, c'était majeur. C'était un de nos groupes. Ça a été compliqué, régler avec la FIC. Mais là où on est rendu aujourd'hui avec les médecins, puis je vous le dis, des négociations, c'est toujours comme ça. Regardez, là, il y en a des médecins qui ont déjà fait la grève. Puis c'est pour ça que je vous parlais du livre, là, du mammouth. Là. Je ne suis pas le premier à vivre cette intensité-là de négociation. Je suis très zen, très calme. J'ai déjà eu des enjeux dans mon autre vie, négocier avec des syndicats. Ils ont leur travail à faire. Eux autres, ils s'occupent des médecins. Les fédérations syndicales s'occupent des médecins. Moi, je vous répète que j'ai un objectif, c'est de protéger les patients. Voilà. Vous considérez que le système de santé est mieux à ce jour avec les 48 actions dont vous parlez? Définitivement. Puis c'est une des choses que j'ai demandé à Santé Québec, parce que dans les 50 actions que je vous parlais, j'ai dit que je voulais à un moment donné séparer les orientations, la théorie, mais les opérations avec Santé Québec. Ils ont commencé en décembre 2024 avec Mme Biron et avec sa nouvelle équipe. Et là, moi, je leur ai demandé, dans les prochains mois, de dire 1 an plus tard, montrez-nous qu'est-ce qui a été fait. Parce que c'est très facile de dire qu'on attend à l'hôpital puis tout ça, mais... Mais c'est ce qu'on constate sur le terrain quand même. Ce que je veux dire, je dis souvent ça, puis je le dis avec beaucoup de respect. On soigne à peu près 150 000 personnes par jour. On entend beaucoup plus parler des 200 ou 300 qui ne sont pas bien soignés, puis il y en a, je le sais. Mais on n'entend pas les 149 000 autres personnes qui disent souvent, « Regarde, moi, là, j'ai appelé maintenant au 811, puis j'ai eu un bon service. Je suis allé dans ma GMF, j'ai appelé le matin, puis j'ai eu un rendez-vous l'après-midi. » Moi, je le sais que ça s'améliore. Est-ce qu'on a encore des cas où on n'est pas satisfait? La réponse est oui. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé à Santé Québec, là, ça va faire 1 an, là, venez nous faire un portrait de la situation qu'on avait il y a 1 an, où on est rendu, puis qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est beau faire le bilan, mais il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient comme amélioration. Parce que moi,
ce que j'aimerais vous dire, c'est pour ça que j'avais décidé de me représenter, j'en ai fait des changements dans d'autres types d'organisations. Puis, tu arrives, tu fais ton travail, mais quand tu pars, il faut que tu dises, j'ai laissé la maison en ordre pour que quelqu'un qui arrive ne repart pas à zéro. Puis c'est ça qui est arrivé beaucoup dans les réformes passées. Là, ça fait assez longtemps parce que je vais être quand même un des ministres de la Santé qui va être resté le plus longtemps, puis je souris encore. Fait que ça, c'est bon signe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la prochaine année, quand on aura réglé la négo avec les médecins, puis quand on aura vraiment donné la nouvelle vocation au ministère, puis ça, c'est l'autre chose que j'avais pas fini, je veux que ça soit un ministère de plus de prévention. Santé Québec, ça s'occupe du curatif des hôpitaux. Le ministère doit s'occuper de la prévention. Plus on va avoir une vocation en prévention, moins il va y avoir de gens dans les hôpitaux. C'est simpliste ce que je dis. Fait que ça, c'est les deux choses qui me restent à faire, là. Et j'espère qu'en 2026, puis c'est très long, un an en politique, hein? C'est très long en politique, en 2026, on sera capable de laisser la maison en ordre à quelqu'un qui dira, OK, ils ont réussi à faire ça, c'est peut-être pas encore parfait, mais est-ce qu'on s'est amélioré? Moi, je pense que oui. Vous pensez que c'est réaliste que les négociations soient réglées avant l'élection de 2026? Ah, tout à fait. Ça va être difficile, je vous le dis. Ça n'a pas été facile avec la FIC, mais on oublie après. Hein? Je ne sais pas si vous en rappelez, là, il y a eu quelques mois très intenses. Et puis c'est drôle parce que je voyais Mme Julie Bouchard au remaniement cette semaine. Elle était très contente. Puis maintenant, c'est très cordial. Il était un bout, c'était pas facile avec Mme Bouchard. Est-ce que c'est normal que les représentants syndicaux disent des gros mots, que M. Bouchard fasse des commentaires? J'ai beaucoup de respect pour M. Bouchard. Des négos, malheureusement, des fois, il y a des choses pas gentilles qui se disent. Mais comme je vous dis, j'en ai eu des négociations syndicales dans ma carrière, puis je comprends le contexte. Moi, je focus sur ce que je veux livrer pour les patients, puis on verra dans les prochaines semaines si on peut s'entendre. C'est le legs, dans le fond, que vous voulez laisser... Parce que l'année prochaine, à la fin de votre carrière politique, oui. Une maison en ordre. Une maison en ordre. Puis, comme je vous dis, quand vous allez voir dans le site Web, dans ça, vous allez voir le plan santé, puis vous allez les voir, les 50 améliorations qu'on voulait faire. On l'a fait autant, probablement, que dans la prochaine année, vous allez voir, je vais dire, bien maintenant, voici ce qui reste à faire, parce que c'est de l'amélioration continue. Alors, je ne prétends pas que tout est fait, non, mais ce qu'on devait faire, on l'a livré. Puis là, maintenant, on va continuer à voir c'est quoi les prochaines étapes. Merci beaucoup, M. Dubé. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. La mère de la fillette de LaSalle, accusée d'abandon d'enfants et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, a été déclarée non criminellement responsable pour troubles mentaux le 15 septembre au palais de justice de Valleyfield. Selon le rapport psychiatrique, la mère de 34 ans souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des événements. En rendant son verdict, le juge Bertrand Saint-Arnaud a dit, et je le cite, que quiconque prend connaissance de toute la preuve dans cette affaire et du rapport très exhaustif de la docteure Boulanger ne peut qu'être convaincu qu'il s'agit du bon verdict à rendre. Une ordonnance de non-publication nous empêche de nommer la mère pour protéger l'enfant. Rappelons que sa fille, âgée de 3 ans, a été retrouvée vivante en bordure d'une autoroute en Ontario le 18 juin, 3 jours après que sa disparition ait été signalée. La mère l'avait abandonnée à cet endroit alors qu'elle était dans un délire. 3 options doivent être analysées par la Cour pour la suite du dossier, soit la libération inconditionnelle, la libération sous réserve des modalités de la Cour ou la détention à l'Institut Philippe Pinel. Au moment d'enregistrer, la décision n'avait pas encore été prise. Le centre multigénérationnel de Brossard a été inauguré le 12 septembre au coût de 27,2 millions de dollars. En conférence de presse, la mairesse Doreen Assad a souligné la dimension rassembleuse de l'endroit qui combine gymnase, salle de danse et musique, espace communautaire, cuisine, bistrot, ainsi que des installations extérieures comme des terrains de pétanque chauffés. L'architecture favorise la lumière naturelle et intègre des aménagements écologiques comme un toit végétalisé. On y retrouve aussi des tables de billard et des terrains de pickleball. Le projet a été livré dans les délais et en respectant le budget promis.
Un défi persiste cependant, il s'agit du stationnement qui est limité à 44 places. C'est très restreint en fait par la présence de lignes électriques d'Hydro-Québec. La Ville analyse les possibilités qui s'offrent à elle pour l'agrandir. L'accès au centre sera prioritaire aux résidents pour les réservations de terrain, puis il y aura une ouverture graduelle aux organismes d'ici 2026. La rentrée scolaire n'est pas de tout repos pour les étudiants du cégep de Valleyfield qui habitent Châteauguay et les environs et qui s'y rendent en autobus. La ligne 1 d'Exo qui fait le trajet entre les deux déborde, particulièrement le premier départ de la journée qui arrive à Valleyfield vers 7h30. Et pour les étudiants qui ont des cours qui commencent à 8h, en fait, c'est la seule option disponible. Il y a tellement de monde à partir de Châteauguay que rapidement, les gens doivent être debout. Certaines personnes essaient aussi d'embarquer à des arrêts plus loin de chez eux ou plus tôt dans le circuit dans l'espoir d'avoir une place assise parce que le trajet est d'environ 45 minutes. Quand l'autobus est plein, le chauffeur ne peut plus embarquer des gens à certains arrêts et c'est arrivé à quelques reprises pour des usagers de Beauharnois depuis la rentrée scolaire. Ce qui veut dire en fait que des étudiants aussi ratent le premier cours de la journée. Le cégep de Valleyfield et Exo sont au courant de la situation. D'un côté, le cégep dit suivre la situation de près et fait des représentations politiques auprès des instances concernées. Exo nous a confirmé que l'achalandage est en forte croissance sur certaines lignes, en particulier celles où il y a une forte proportion d'étudiants. Entre le 17 août et le 4 septembre, au moins 5 voyages ont été en surcharge sur la ligne 1 qui se rend jusqu'à Valleyfield. Cependant, le transporteur dit ne pas être en mesure de bonifier le service pour le moment parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre financière, étant donné qu'il doit respecter son cadre financier. À Delson, l'ouverture d'un lieu de retour consignation est au cœur d'un bras de fer entre l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons et la municipalité. L'association affirme que la Ville avait d'abord donné son accord pour l'usage du local choisi dans le centre commercial Quartier Delson, avant de revenir sur sa décision et de refuser le certificat d'occupation malgré des travaux déjà autorisés. En entrevue au Reflet, son vice-président Jean-François Lefort, qu'on avait d'ailleurs reçu ici au balado, déplore une impasse. Il parle d'un manque de collaboration. Il laisse entendre que l'organisme pourrait abandonner Delson pour s'installer ailleurs. Selon lui, le site ciblé en plein secteur commercial est idéal et les nuisances comme le bruit du broyage du verre pourraient être atténuées grâce à des mesures d'insonorisation. La Ville, de son côté, se dit favorable au principe d'un lieu de retour, mais pas à cet emplacement-là. Son directeur général, Jean-François Messier, a invoqué la nécessité de modifier la réglementation municipale et d'évaluer l'impact sur le voisinage avant de délivrer le certificat d'occupation. Il assure que des démarches sont en cours pour identifier un autre site mieux adapté et confirme que l'avis juridique reçu soutient cette approche. On rappelle que l'association souhaite quand même déployer 400 lieux de retour d'ici mars 2027. La première agence immobilière autochtone au Canada a été inaugurée la semaine dernière à Ganawagé. L'agence Panorama, c'est le projet de 3 partenaires. Benoît Loyer, un Mi'kmaq originaire de l'Istugouche qui travaille dans le milieu de l'immobilier depuis plusieurs années. Il y a aussi l'ex-grande chef du conseil Mohawk de Ganawagé, Gazena Highway Skydeer, et Suzanne Levinger, aussi du milieu de l'immobilier. Les entrepreneurs souhaitent percer un marché qui n'a pas été occupé jusqu'à maintenant par des membres des Premières Nations. Un des objectifs de l'agence est d'avoir un maillage des cultures, comme c'est le cas pour les 3 fondateurs. Ils visent autant la clientèle autochtone que celle allochtone. Tranquillement, d'ailleurs, le milieu autochtone prend sa place dans le secteur immobilier. Au début de l'année, 4 nations autochtones sont devenues actionnaires majoritaires de l'hôtel Hilton à Québec. Et au centre-ville de Montréal, la tour d'habitation de 26 étages ODA a été construite en 2022 par la Nation Cri. « 650 $ pour 3 heures. C'est le prix que certains parents déboursent pour organiser la fête de leur enfant dans un café de la région. Notre collègue productrice de contenu Art de vivre, Cassandra de Carvalho, s'est intéressée à l'industrie lucrative des fêtes d'enfants dans une vidéo à regarder sur les réseaux sociaux de Ma vie, ma région. À surveiller cette semaine, c'est ce vendredi 19 septembre que les campagnes électorales municipales débuteront en vue du jour du scrutin qui se tiendra le 2 novembre. Et pour les amateurs de cinéma, rendez-vous à Châteauguay du 19 au 21 septembre pour le Festival de cinéma Plan d'ensemble où 115 films seront en compétition.